Ce sera un exposé sans doute un peu moins analytique que ce dont il est souvent question ici, mais voilà. Donc l'objet principal de mon exposé sera des processus ponctuels. Alors qu'est-ce qu'un processus ponctuel? J'écrirai PP pour abréger. C'est simplement une collection aléatoire de points dans RD, et moi je vais me concentrer sur la dimension 2 ici. Évidemment, on pourrait prendre des collections de points sur des variétés, etc. On impose toujours que nos collections de points soient localement finies. Donc elles peuvent être finies ou infinies, mais localement finies. Et souvent, on écrit la collection de points grand X comme une somme de masse de Dirac où P sont les points de X. Voilà. Et je ferai souvent la confusion entre la variable aléatoire collection de points et la loi de la variable aléatoire. Enfin, j'appellerai ça un processus ponctuel dans les deux cas. Normalement, ça ne pose pas de problème particulier. Donc quand on a cet objet aléatoire là, l'observable la plus simple, mais en fait qui nous dit tout sur l'objet, c'est fixer un certain domaine oméga de RD et demander combien de points tombent dans oméga. Donc en fait, si vous voulez, tout ce que je vais raconter traite de cet observable-là, nombre de points dans un domaine. Et on va voir que les questions autour de cet observable sont simples, mais en fait assez difficiles. Alors je vais toujours supposer que mon processus ponctuel est d'intensité 1. En tout cas, s'il est infini, je vais le supposer d'intensité 1. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si je prends le nombre de points dans une boîte, que je prends l'espérance de ça, et que je divise par le volume de la boîte, ça tend vers 1, quand le volume de la boîte tend vers l'infini. Donc, moralement, il y a en moyenne un point par unité de volume dans une grande boîte. Notons tout de suite que ça ne veut pas dire que ça n'implique pas que si je prends une boîte finie, fixée, le nombre de points est comme le volume. Pour oméga fini. Voilà. D'accord, donc ça c'est simplement ma remarque préalable. Et alors en fait, plus exactement, je ne vais pas m'intéresser à l'observable nombre de points, je vais juste lui enlever une constante, je vais m'intéresser à ce qu'on appelle les discrépances. Et la discrépance, c'est simplement le nombre de points dans oméga moins le volume de oméga. Et ça, je peux le noter 10 x. Bon. Voilà, donc ça, ce sera l'objet, si vous voulez, central de mon exposé. Et si on pense, ce que je vais faire au bout d'un moment, à cette collection de points aléatoires comme à des petites charges, en physique, ça, il le voit comme une fluctuation de charge. Donc ça apparaîtra plus clairement quand on introduira le modèle physique, mais voilà. Alors quelles sont les questions? Eh ben, la première question qui a l'air toute bête, mais on va s'en rendre compte, elle n'est pas si bête, c'est, j'ai fait la remarque que le fait de prendre un processus qui, sur une grande boîte, a à peu près le même nombre de points que le volume, ça ne veut pas dire que sur une petite boîte, c'est vrai. Et donc ça, c'est la première question, c'est est-ce que la discrépance est centrée? Donc est-ce que l'espérance est presque centrée? Alors, on verra une question précise plus tard, mais ce genre de question, en fait, d'apparence anodine, n'est pas si anodine. Et la question principale, en fait, c'est surtout quelle est la variance de ça. Donc, que dire
de la variance de la discrépance, qui, évidemment, comme la discrépance, c'est juste le nombre de points moins une constante, c'est aussi la variance du nombre de points. Et... Pour l'instant, aucune hypothèse de stationnarité. Non, justement, oui. Ou de décorrélation à Non, précisément. Ensuite, selon les modèles, on verra que certaines de ces questions sont triviales ou non. Alors, quand je dis que dire de la variance, ici, l'idée, c'est qu'on va prendre des boîtes de plus en plus grandes et qu'on se demande comment croît la variance. Donc, quand la taille de oméga tend vers plus l'infini. Et donc ça, dans la littérature processus ponctuel, ça s'appelle la number variance, pour des raisons évidentes. Donc ça, c'est la question à laquelle je vais m'intéresser. Comme je vais faire dans un instant une sorte de panorama de quelques processus, je dirai ce qu'il en est pour ces deux propriétés, mais je mentionne en passant deux autres propriétés assez enfin, une qui est amusante et l'autre qui n'est pas amusante, qui est juste naturelle, à propos de cet observable-là. Donc, autre propriété auxquelles on pourrait s'intéresser. Alors, celle qui est amusante, c'est la suivante. C'est ce qu'on appelle la rigidité de nombre. Alors, en anglais, ça se dit number rigidity. Peut-être que je vais avoir besoin de plus de place. La number rigidity, c'est une notion qui a été introduite par Subro Ghosh dans sa thèse, et puis étudiée, c'est une thèse avec Yuval Perez. En fait, ça correspond à une notion, enfin, des relations avec une notion plus ancienne que les gens de géométrie stochastique étudiaient. Alors, c'est une propriété qui ne concerne que les processus infinis, et c'est la propriété suivante. Vous réalisez votre variable aléatoire processus de points. Vous fixez un domaine oméga borné. Donc vous voyez des points. Voilà. Et vous cachez ce qu'il y a dans oméga. Vous avez juste le droit de voir ce qu'il y a hors de oméga. Et vous voulez deviner combien de points tombent dans oméga. Eh bien, il y a des processus pour lesquels c'est possible. Il y a une fonction déterministe de l'extérieur qui vous donne le nombre de points à l'intérieur. Et si c'est le cas, on dit que le processus est number rigid. Donc le nombre de points dans oméga est une fonction déterministe de oméga. Bon, et la quatrième propriété, je vais juste l'écrire en un mot, c'est corrélation ou décorrélation. Je veux pas être, vous pouvez mettre ce que vous voulez là-dedans. C'est par exemple, si je prends deux boîtes oméga et oméga prime, et que je les envoie, je les sépare à une grande distance, est-ce que le nombre de points dans l'une et le nombre de points dans l'autre est corrélé ou pas? Bon. Voilà. Alors, je vais faire juste un petit panorama. Moi, mon but, c'est d'arriver au gaz de Coulomb 2D, d'accord? Mais pour qu'on voit que ces questions d'apparence anodine, en fait, recèlent une histoire assez riche, on va prendre quelques exemples, et puis il y aura peut-être des choses surprenantes. Donc, je vais prendre quelques exemples de panorama. Rapide, hein, je ne vais pas faire tout. Donc, ce sera que des exemples en dimension 2, parce que moi, je traite en dimension 2, mais il y a d'autres exemples, toutes dimensions. Alors, le processus ponctuel le plus basique, c'est le processus ponctuel de Poisson. Comment on définit un processus ponctuel de Poisson? Une façon de faire, c'est de prendre une grande boîte, disons d'air n, de tirer n points uniformément indépendants dans la boîte, et de faire tendre n vers plus l'infini. Ça admet une limite qui est le processus de Poisson. Une autre façon, ce serait de définir directement le processus de Poisson comme un objet infini en disant que dans chaque domaine, le nombre de points est aléatoire et suit une loi de Poisson de paramètres l'aire du domaine, et que dans deux boîtes disjointes, le nombre de points est indépendant. Bon. Alors, quelles sont les réponses aux questions? Est-ce que dans le processus de Poisson, les discrépances sont centrées? Oui, en fait, parfaitement. Pour un processus de Poisson, dans une boîte oméga, le nombre de points dans oméga est de moyenne exactement le volume de oméga. Donc oui, c'est
Parfaitement. Que dire de la variance du nombre de points dans une boîte oméga? Je viens de vous dire que la loi du nombre de points dans oméga, c'était une loi de Poisson de paramètre le volume, enfin l'air de oméga, et la variance d'une loi de Poisson de paramètre P, c'est P. Donc, c'est égal ici à la variance du nombre de points dans oméga, c'est égal à oméga. Donc l'espérance et la variance sont la même, égale au volume d'oméga. Est-ce qu'il y a rigidité de nombre? Vous pouvez vous en douter, non, évidemment, le processus de Poisson, si je vous cache ce qu'il y a là, vous n'avez aucun moyen de me dire combien il y a de points dans oméga, donc non, pas du tout. Est-ce qu'il y a de la corrélation? Non, pas du tout. Donc pas de zéro corrélation. Alors, dans une image physique, on peut penser à ça comme étant la température infinie. En température infinie, les interactions ne comptent plus et on a des points complètement désordonnés. Bon, alors de l'autre côté du spectre, il y a les réseaux. Donc par exemple Z2. Alors Z2, ce n'est pas un super objet pour poser ces questions parce qu'il est déterministe. Donc ce qu'on fait généralement, c'est qu'on fait Z2 stationnarisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on considère Z2 comme étant aléatoire en choisissant l'origine de Z2 uniformément dans un petit carré de côté 1. Donc ça le transforme en un objet aléatoire. C'est la façon minimale de rendre ça aléatoire. Auquel cas, est-ce que les discrépances sont centrées? Oui, parfaitement, une fois de plus. Que dire de la variance du nombre de points dans une boîte? Alors là, ça devient déjà un peu délicat, ça dépend de la forme de la boîte. Donc ça dépend de la shape de oméga. Donc à partir de maintenant, je vais me concentrer sur oméga qui sont des disques, parce que c'est là où les réponses sont les plus simples. Donc si, en revanche, je peux dire que la variance du nombre de points dans un grand disque, ça croît comme R. Donc pour Poisson, c'est comme R carré, et pour un réseau, c'est comme R, et c'est le meilleur, ça c'est la meilleure, c'est la variance la plus faible possible. Alors il y a un théorème à ce sujet, c'est-à-dire, si vous avez un processus ponctuel, comment dire, en bonne et due forme, en dimension 2, le moins que vous puissiez croître, c'est R. D'accord. Bon, évidemment, c'est rigide, c'est même très très rigide. Si je vous montre un réseau et que je vous cache, vous pouvez exactement déterminer tout ce qu'il y a dans oméga. C'est même ce qu'on appelle fully rigid. Si tu prends des oméga qui sont monothétiques, tu as le même résultat que pour les disques. Ça dépend. Si la forme est régulière. Oui, voilà, mais pas sur un carré, par exemple. Hein? Pas sur un carré. Si on prend un carré, je crois qu'il y a des problèmes. Oui. La forme est régulière, c'est le disque. Oui, c'est ça. Si on prend un convexe raisonnable de bon bord, oui. Mais en fait, déjà, ça, c'est pas complètement trivial à montrer. En fait. Donc, il n'y a pas d'argument probabiliste simple de comptage de points. Bon. Donc, 3, oui. Et puis 4, évidemment, c'est complètement corrélé. Alors, vous pouvez vous dire... donc ça, on y pense comme étant la température 0, si vous voulez. Hein? C'est le... Alors, il n'y a pas vraiment de théorème à ce sujet, mais on peut y penser que quand le système physique est à température nulle, il est complètement ordonné, il ressemble à un réseau. Alors, peut-être en passant, donc les réseaux stationnarisés, c'est une façon de rendre les réseaux aléatoires, mais ce n'est pas très riche. Pour être plus riche, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute une perturbation à chaque point. Alors, le cas général est compliqué, mais si on prend des perturbations IID, là, il y a des théorèmes des années 70. Alors, si vous avez une perturbation, donc ça veut dire que chaque point de votre réseau stationnarisé, vous lui rajoutez un déplacement aléatoire IID, de moment fini, de premier moment fini. Alors, bon, ça reste vrai. Ça reste vrai aussi. Ce qui est, bon, encore une fois, pas tout à fait clair. Ça dépend.
Alors plus exactement, en dimension 2, je pense que vous pouvez perturber par n'importe quoi et ça va rester rigide, mais il y a des résultats assez intéressants. En dimension 3, par exemple, si vous prenez un réseau et que vous lui rajoutez des gaussiennes, selon la taille de la gaussienne, vous êtes rigide si vous avez des petites perturbations, et vous êtes plus rigide si vous avez des grandes perturbations. Donc il y a un truc, en dimension 2, ça n'est pas le cas. Il y a déjà ici une zoologie intéressante. Voilà. Bon, et bon, les réseaux perturbés, on pourrait les imaginer comme des systèmes physiques avec T petit, mais c'est pas clair que ce soit vraiment la bonne image physique. Bon, ça pourrait rentrer donc. Alors maintenant, je vais vous donner deux exemples, vraiment des vrais exemples probabilistes. Il y a les zéros de la fonction gaussienne, la fonction entière gaussienne. C'est quoi la fonction entière gaussienne? On prend des variables normales complexes IID. Et puis on forme la série entière suivante, racine de n factoriel, je crois. Ça, j'appelle ça f de z. Donc c'est une fonction aléatoire. Comme je divise quand même par un très grand nombre ici, il n'est pas difficile de montrer que ça converge presque sûrement. Donc presque sûrement, j'ai défini une fonction entière sur le disque. Je peux regarder ces zéros. Et il se trouve que ces zéros forment, c'est une collection aléatoire, localement finie, de points dans le plan. Donc ça forme un processus ponctuel. Ça a été beaucoup étudié. Alors il y a Sodin, Tyrelson, et puis d'autres gens, je n'ai pas tous les noms en tête ici. Oui, pardon, les discrépances sont bien centrées. La valence du nombre de points, c'est comme un réseau. Donc je vais recopier ici, pareil. C'est rigide de nombre, c'est même plus que ça. Pour les zéros de la fonction gaussienne aléatoire, si je vous masque oméga et que je vous montre juste l'extérieur, vous pouvez me dire combien il y a de points et quel est leur barycentre. La corrélation, je ne sais plus quel est le résultat. Bon, ici, il y a quelque chose de remarquable qui est que si je vous montre un réseau et je vous montre les zéros de la fonction gaussienne aléatoire, vous pouvez clairement dire qui est qui. D'accord ? Ça ne ressemble pas du tout à un réseau. C'est beaucoup plus désordonné. Et néanmoins, ça a le même niveau de rigidité à ce niveau-là, qui est le meilleur possible, qu'un réseau qui est le truc. Bon. Alors, encore un exemple avant d'arriver au gaz de Coulomb. En fait, c'est déjà une sorte de gaz de Coulomb in disguise. C'est l'ensemble de Ginivre. Comment on définit l'ensemble de Ginivre? On prend des variables gaussiennes normales, complexes, c'est important, et on regarde la matrice. On voit ça comme une matrice et on regarde les valeurs propres. Donc j'ai n. Ici, c'est tous ces exemples-là étaient infinis. Ça, c'est un exemple fini. J'ai une collection finie de points. Donc là, j'ai une collection finie de points aléatoires. Donc j'ai un processus ponctuel fini. Il se trouve que ça admet une limite quand n tend vers plus l'infini. Et c'est ce qu'on appelle l'ensemble de Ginivre infini. C'est dans les travaux de Ginivre en 60 et quelques, je ne sais plus. Donc là, pareil, c'est un vrai objet aléatoire, pour de vrai. On peut répondre aux questions encore. Les discrépances sont centrées. Vous avez toujours le même niveau de rigidité qui est le niveau optimal. Vous êtes rigide, mais vous n'êtes pas aussi rigide que lui. Lui, il était rigide. Vous pouviez deviner le barycentre. Pour Ginivre, on ne peut pas deviner le barycentre. On peut juste deviner le nombre de points. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, ici, c'est un exemple où la fonction de corrélation à 2 points est connue, et elle décroît très vite. Elle décroît comme exponentielle moins x moins y au carré. D'accord ? Donc, il est quand même pas clair ce qui se passe, puisqu'on pourrait se dire, d'accord, ces histoires de rigidité sont liées à des fortes corrélations dans le système. Alors, à ce niveau-là, c'était correct. Mais là, bon, c'est difficile de dire qu'il y a des fortes corrélations dans le système. La croissance, elle est gaussienne. Et néanmoins, vous avez la meilleure rigidité.
Bon, et puis pareil, si vous simulez l'ensemble de Genib, vous pouvez clairement voir une différence avec un réseau. Bon, voilà. Donc c'était une sorte de panorama pour justifier pourquoi ce genre de questions sont amusantes et intéressantes. Donc maintenant, je peux passer enfin au gaz de Coulomb 2D. Donc le gaz de Coulomb 2D, c'est un processus ponctuel fini, a priori. On pourra discuter de la limite infinie. Et c'est un processus gibbsien, c'est-à-dire que ça s'écrit comme une mesure de Gibbs. Donc on a n points aléatoires et la probabilité d'observer ces n points, elle est proportionnelle à exponentielle moins bêta, une certaine énergie. D'accord ? Donc ça, c'est l'énergie. Ça, c'est la forme générale d'un processus gibbsien. Et il faut que je spécifie quelle est cette énergie. Donc, si on veut juste faire un processus gibbsien, on peut mettre n'importe quoi ici. Moi, je veux le gaz de Coulomb. Donc, je vais mettre l'énergie coulombienne 2D, qui ressemble... qui s'écrit comme ça. Alors, je vais l'écrire comme... donc j'écris et je commente. Hop, j'ai presque fini. Ok, donc comment on concocte notre gaz de Coulomb 2D? On va se fixer une grande boîte. Ici, ma grande boîte, je la note sigma n. C'est le disque de rayon racine de n. Peut-être qu'il faudrait que je divise par racine de pi. Vous m'épargnez les racines de pi partout. C'est comme si, on va dire qu'il y a, ça c'est der n. Ou je pourrais diviser par pi ici, si vous voulez. Divisé par pi, oui. Alors je forme cette mesure signée. Je mets une masse de Dirac en chaque point. Et je soustrais la mesure uniforme sur la boîte. Ça, c'est ce que je note Fn, petit fn, pardon. Et grand Fn, qui est l'énergie, c'est l'interaction logarithmique de ce système de charge avec lui-même. Il faut que j'enlève la diagonale parce qu'une charge ponctuelle n'a pas le droit d'interagir avec elle-même. L'interaction logarithmique, c'est l'interaction de Coulomb en 2D, d'où le nom gaz de Coulomb. Et l'interprétation physique, c'est qu'on a n charges plus dans une boîte, et les physiciens savent bien que pour que les choses soient bien définies du côté de la mécanique statistique, il faut soustraire ce qu'ils appellent un neutralizing background, une mesure, je sais pas quoi, un background. Donc on y pense comme ça, c'est n charge plus ponctuelle, et on a une charge moins qui est étalée, qui est diffuse et qui compense. Voilà. Bon, donc c'est ça, ça c'est ma mesure, c'est mon processus ponctuel, si vous voulez, et c'est là sur lui que je veux poser des questions. Déjà, au tableau, on va toujours... Bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous passer la discussion sur l'existence du volume infini, parce que ça nous emmènerait ailleurs, mais ce que je veux dire, c'est que cette question-là, pour le système de Coulomb 2D, elle est en fait posée dans la littérature physique des années 80. Alors j'ai quelques références ici. Il y a toute une suite d'articles, en fait, Leibowitz, bon, ça commence dans les années 80, et en fait, ça c'est au début des années 2000. Le mot-clé, hein, c'est charge fluctuations. Je vous ai dit, c'est comme ça que les physiciens appellent la discrépance in classical Coulomb systems.
Donc nous, on a un système de Coulomb, il est classique au sens où on n'a pas du tout regardé des effets quantiques. Mais ces gens-là s'intéressent au cas 2D pour tout un tas de raisons. Et eux, ils conjecturent que la variance du nombre de points dans un grand disque, eh ben, non seulement c'est beaucoup mieux que l'air, en fait c'est comme le périmètre, et en fait ils pensent même qu'il y a une certaine constante, c'est asymptotiquement égal à, quand on prend une grande boîte, à une certaine constante qui dépend de bêta. Donc par exemple cet article-là cherche à déterminer numériquement et ensuite à rétro-ingénierer une formule pour le préfacteur numérique. Alors j'ai dit prédisent / montrent, en fait, ces articles-là ne sont pas des articles où il y a des approximations, c'est des articles où la preuve est rigoureuse, si vous voulez, mais on fait une hypothèse sur le comportement des fonctions de corrélation du système, hypothèse que nous, on ne sait pas démontrer mathématiquement. Mais donc, conditionnellement à ces hypothèses-là, c'est des théorèmes. Simplement, c'est très difficile en fait, d'avoir accès aux fonctions de corrélation dans ce système-là, donc on prend ça comme des prédictions. Et en fait, au début des années 2000, il y a deux notions, je dis concurrentes, mais en fait, c'est pas concurrente, simplement en parallèle. Une notion qui s'appelle uniformité et une autre notion qui s'appelle super-homogénéité. En fait, c'est la même notion, simplement c'est deux mots pour la même chose. Donc ça a été introduit par Salvatore Torquato, qui est un chimiste théoricien à Princeton. Et ça, c'était plutôt une équipe autour de Joël Lebowitz. Et on appelle hyper-uniforme ou super-homogène un processus ponctuel dans lequel ça, c'est vrai. Donc c'est ça la définition. Alors plus exactement, au début de cette littérature-là, ils prenaient ça comme définition, ce qui est évidemment plus strict que ça. Et puis ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait pas mal d'exemples entre les deux, donc ils ont relâché la définition, et maintenant la définition de hyper-uniforme, c'est petit taux du volume. Donc, je vous rappelle, le poisson, il se comporte proportionnellement en volume. Donc hyper-uniforme ou super-homogène, je veux dire, il faut choisir un des deux termes, c'est lui qui est plutôt resté dans la communauté. Être hyper-uniforme, c'est avoir une number variance qui est strictement meilleure que celle de poisson. Ok. Alors, en fait, donc, comme je disais, ça c'est des résultats physiques, mais on n'a pas d'accès mathématique à ces résultats, à une exception près. Le dernier exemple que j'ai donné avant de parler de Coulomb 2D, c'était l'ensemble de J libre. Il se trouve que par une coïncidence magique, la loi des n valeurs propres dans l'ensemble de J libre est exactement égale à cette loi-là, à la loi d'un gaz de Coulomb, si on prend bêta égale 2. Donc, pour le cas bêta égale 2, par cette coïncidence magique, on sait répondre à toutes les questions. Mais pour bêta général, on ne sait pas. Alors, donc on ne sait pas répondre à ça. Et en fait, les physiciens vont plus loin dans leurs prédictions. Voilà, donc je vais vous parler de la loi JLM et puis de son pendant mathématique, qui est le théorème NSV. Donc il y a un article de Jean Covici, encore lui, Jean Covici, effectivement encore lui, parce que son nom intervient très souvent dans les résultats autour de gaz de Coulomb. Lebowitz, encore lui, c'était plutôt ça que je voulais dire. Où ils font, donc c'est une prédiction qui parle du gaz de Coulomb 2D et 3D. Et ils posent la question suivante. C'est quoi la proba de voir dans un grand disque une discrépance, donc une charge fluctuation. Bon, à partir de maintenant, je vais noter D indice grand R, le disque de rayon grand R. C'est D0. Qui soit plus grande que ce qu'on croit être le bon résultat. Je vous ai dit ici que la variance du nombre de points, elle était comme grand O de R, enfin en tout cas c'est prévu. Donc l'écart type c'est comme R puissance 1,5.
Donc une grande fluctuation de charge, c'est dès que alpha est plus grand que 1,5. Dès que alpha est plus grand que 1,5, ça doit être non typique. Et alors ils disent effectivement, ça c'est non typique, c'est même très non typique, parce que ça décroît comme exponentielle de moins r à une certaine puissance, et ils ont une prédiction, il y a 3 régimes pour... bon, je les note pour le principe. Voilà, donc c'est assez remarquable comme prédiction. Ils ont une prédiction similaire pour le gaz. Donc ça c'est pour le gaz de Coulomb 2D, il y a une prédiction similaire en 3D. Alors évidemment, si ça c'est vrai, ben, le gaz de Coulomb est hyper uniforme, parce que dès que vous dépassez alpha égale 1,5, vous êtes pénalisé énormément. D'accord, mais c'est beaucoup plus précis. Alors ils ont un argument physique qui malheureusement est difficile à mettre sur pied mathématique, notamment, alors vous pouvez deviner que le régime le plus difficile à étudier, c'est celui-là. Enfin, plus on est en train de contrôler des petites déviations, plus c'est difficile. Alors leur argument, c'est de dire, si j'ai un excès de charge dans mon disque, forcément, la situation physique, c'est que l'excès de charge, il est concentré près du bord. Donc là, j'ai un peu trop de charge près du bord. Et ça va être compensé par le système immédiatement, juste en dehors, par un déficit de charge, là. Donc j'ai une sorte de couche diélectrique, quoi, avec des plus d'un côté et puis des moins de l'autre. Et ils font un scaling de l'énergie libre en disant, si ça c'est l'épaisseur, l'énergie libre se scale comme bla. Bon, et cette formule-là, elle n'est pas du tout accessible pour nous. Pourquoi? Ben, regardez, ici on est dans un régime où l'excès, R puissance alpha, il est plus petit que le périmètre. Donc ça veut dire que ma couche ici, elle est sous-microscopique. Elle est très petite, puisque je l'étale sur tout le périmètre. Bon, et c'est très difficile d'avoir accès à des choses sous-microscopiques mathématiquement. Donc l'argument de JLM, il n'est malheureusement pas, disons, traduisible. Et alors ce qui est tout à fait remarquable, c'est que, alors donc c'est prouvé pour bêta égale 2. C'est un calcul qui a été fait il n'y a pas très longtemps. Pourquoi? Parce qu'en bêta égale 2, on a accès à une machinerie calculatoire qui nous permet de faire. Mais bon, pour bêta général, c'est pas montré. Mais ce qui est, moi, me semble remarquable, c'est que ce théorème-là a été démontré par Nazarov, Sodin et Wolberg, pas pour le gaz de Coulomb 2D, qui est l'objet de la prédiction, mais pour les zéros de la fonction gaussienne aléatoire. Donc c'est prouvé pour 0 de GF par donc Nazarov, Sodin, Wolberg, c'est un article de 2007. Donc c'est assez amusant parce que c'est pas du tout la Jancovici et Bosit-Magnificat n'avaient aucune idée, à mon avis, de l'existence de la fonction gaussienne aléatoire. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout leur objet. Et alors, ils ont une stratégie pour ça, qui est en 3 morceaux, en 3 points. Alors, le premier morceau, c'est donc de montrer qu'on cherche à contrôler la probabilité d'avoir une grande discrépance. Une grande discrépance, ça veut dire d'avoir un excès ou un déficit de charge. Je vais me concentrer sur excès de charge, c'est complètement symétrique. Donc, supposons que j'ai un excès de charge. La première chose qu'eux montrent, c'est qu'effectivement, en un sens, il se concentre près du bord. Donc l'excès se trouve près du bord. Donc ça ressemble à l'argument physique. Donc j'ai mon disque comme ça, de rayon R, et j'ai un excès près du bord. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On coupe le bord en morceaux de taille 1. Donc on coupe le bord en R morceaux. Donc de taille à peu près 1, disons. Et puis je veux prendre des morceaux bien séparés, donc je vais en prendre un tous les grands thèmes. Donc, je vais regarder mes morceaux modulo M. Donc on les regroupe
mode M où M est une certaine constante très grande. D'accord? Bon, ben, par un principe des tiroirs, si l'excès il était près du bord, que j'ai coupé mon bord et que je fais M paquets, ben, il y a un des paquets qui porte l'excès divisé par M. D'accord? Donc, une des familles mode M porte un excès, disons R alpha divisé par M. Donc ça, c'est le principe des tiroirs, ça n'est pas difficile. Bon, et ensuite, là vient le vrai travail probabiliste. Il est en 3 morceaux. Le premier, en 3 parties. La première partie, ça consiste à montrer que les morceaux sont à peu près indépendants. Donc j'en ai pris, peut-être je devrais ajouter sur mon dessin. J'ai pris lui, ensuite j'en saute un certain nombre, je prends lui, j'en saute un certain nombre, je prends lui, etc. Alors, ça, c'est ma famille de morceaux. Montrons qu'il faut montrer qu'ils sont presque indépendants, en un certain sens. Il faut montrer que sur chaque morceau, les discrépances sont presque centrées. Vous vous rappelez, c'est une des premières questions que j'ai posées, j'ai dit ça a l'air anodin. Ben, là, ça revient, il faut montrer que l'espérance des discrépances est presque 0 sur chaque morceau. Et troisième chose, il faut montrer que la variance sur chaque morceau est d'ordre 1. Si vous avez ABC, ensuite c'est facile, il y a une inégalité qui vient là pour vous. Si vous avez R sur M, variable aléatoire, indépendante, centrée, de variance 1, vous avez l'inégalité de Bernstein qui vous dit la proba de dévier par R puissance alpha sur M se comporte exactement comme R puissance 2 alpha moins. Bon, donc eux, ils font ça dans le cas des zéros de la fonction gaussienne. Ces morceaux sont même aléatoires. Exactement, ces morceaux sont même aléatoires. Pardon, le choix des morceaux, vous voulez dire? Oui. Oui, mais ça, c'est à un facteur combinatoire raisonnable donné, quoi. Mais ce qui se passe, quand bien même je fixerais les morceaux, ce qui se passe dans chaque morceau, évidemment, est aléatoire. Oui, mais le choix des morceaux aussi. Mais ça coûte pas trop cher parce que ça multiplie par M, si vous voulez, toutes les estimées. Bon. Voilà, donc cette stratégie-là, ils l'implémentent pour les zéros de la fonction gaussienne et ça leur donne tout, en fait. Ça leur donne toute la prédiction de Jancovici-Leibowitz magnifique. Alors, le temps passant, je vais donc, nous, on voudrait essayer d'adapter cette stratégie pour Coulomb 2D. Alors, de quoi on dispose? Peut-être je vais... Donc, on a cette... je vous rappelle, j'ai mon système de charge, là. Je vais peut-être l'encadrer. Système de charge. Et j'ai mon énergie Fn. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Donc, de quels outils on parle? On sait que Fn, donc l'énergie globale, l'énergie de tout le système, est d'ordre n avec grande proba. Avec AGP, ce sera avec grande proba. D'accord. Et puis on a, donc ça c'est l'énergie globale. Et en fait, on a mieux. On a une notion d'énergie locale qui n'est pas évidente à définir. Donc je refais le dessin ici pour éviter d'avoir à faire. Donc j'ai ma grande boîte de rayons racine de n. L'énergie dans toute la boîte, je vous ai dit, elle est typiquement d'ordre n. Et en fait, si vous prenez un petit disque
de taille L, et ben l'énergie dans ce petit disque, elle est grand taux de L carré, toujours avec grande probabilité. C'est ce qu'on appelle les lois locales. Enfin, c'est une forme de loi locale, si vous voulez. Donc ça, c'est des résultats qui ont été... J'avais fait un résultat comme ça. Il y a un article au même moment de Bauer, Schmidt, Bourgade, Nicolas, Yao. C'était 2016. Et Armstrong, Serfati ont refait une version optimale il y a quelques années, 2 ans. Donc on comprend très bien l'énergie du système. C'est déjà pas mal. Et on a des inégalités qui disent des choses du genre, si j'ai une grande discrépance dans ce disque bleu, alors ça me coûte une certaine énergie. Or, j'ai une information a priori sur l'énergie, donc j'ai un contrôle sur les discrépances. Donc on a des inégalités, si vous voulez, discrépance énergie. Donc discrépance implique énergie, si vous voulez. Et ça permet de montrer que la variance du nombre de points dans un disque de rayon petit L, allez, c'est grand taux de L carré. Donc c'est pas pire que Poisson. C'est déjà une bonne nouvelle. Et en fait, pour obtenir ça, c'était déjà... donc ça, c'est la suite de travaux de Silvia Serfati et ses collaborateurs. Mais je pense qu'entre la première estimée, qui devait être L puissance, je ne sais pas moi, 8 tiers, enfin bref, les estimés, voilà, c'était pire que Poisson au début. Donc il fallait déjà pas mal de travail pour arriver au niveau Poisson. Bon. Je vais passer... donc, ça, c'est la discrépance. On peut le voir comme la fluctuation d'une fonction test qui est la fonction indicatrice d'une boîte. Il y a des résultats où, au lieu d'avoir indicatrice d'une boîte, on a une fonction lisse et on a une bonne compréhension de ça. Donc, pour je vais juste écrire que les fluctuations de fonctions lisses sont comprises à l'ordre optimal. Sont comprises optimalement. Et ces résultats optimaux montrent une très forte rigidité du système, c'est-à-dire que les fluctuations de fonctions lisses sont beaucoup plus faibles que celles qu'on aurait pour des points indépendants. Ce qui est normal, les points ne sont pas du tout indépendants. Mais ça n'est valable que pour des fonctions lisses, et moi, je m'intéresse à une indicatrice, en fait, puisque je m'intéresse à la variance du nombre de points. Bon, qu'est-ce qui manque par rapport à la stratégie de Nazarov-Sodin-Volberg? Donc, par exemple, ces résultats-là, que je ne raconte pas dans le détail par manque de temps, ça permet assez facilement de justifier la première étape. C'est-à-dire de dire que si vous avez un excès dans le disque, vous pouvez en fait le pousser au bord. C'est-à-dire, s'il était étalé partout dans votre disque, vous pourriez le détecter avec une fonction lisse. Or, les fonctions lisses, vous savez qu'elles n'ont pas le droit d'être trop grandes. Donc, la seule façon d'avoir un excès, c'est qu'il doit être concentré près du bord, et ça, vous ne pouvez pas l'attraper avec une fonction lisse parce que vous êtes obligé de vous arrêter rapidement. Je dis les choses en gros, mais c'est ça l'idée. Donc, l'étape 1, ça va. Évidemment, l'étape 2, de couper le bord et de faire un principe des tiroirs, ça n'a aucune difficulté, d'accord? Donc ce qui manque, c'est des choses ici. Alors, ça va. Je commence par ce qui va. Ça va. Que la variance soit à peu près 1 sur chaque morceau. En fait, c'est pas facile, mais en tout cas, c'est très crédible. Vous avez des morceaux de taille 1, qu'est-ce qui peut se passer? Les choses sont de taille 1. Disons que c'est un peu le même ordre d'idée que si vous savez qu'à l'échelle L, pour tout L, l'énergie est comme L carré. Bon, bref. Je me concentre sur ce qui n'existe pas. L'indépendance de morceaux bien séparés, ça n'existe pas. Et le fait que les choses soient centrées, ça n'est pas non plus dans la boîte à outils.
Alors, je vais rapidement raconter comment on peut s'en sortir pour l'indépendance. Alors évidemment, ce sera une indépendance approchée. Les morceaux ne sont pas exactement indépendants. Et en fait, c'est une indépendance approchée conditionnelle. Alors l'idée est toute simple. Je vais juste... vous avez votre grand système, je vais prendre deux morceaux, A et B. Ils ont des points à l'intérieur. Et puis je vais noter DAB. DAB, c'est la distance entre les morceaux. Et les morceaux, ils ont une sorte de taille caractéristique qui est S. Size. Bon, alors pourquoi ces morceaux ne sont pas indépendants? Parce qu'ils interagissent. D'accord? Ici, j'ai une intégrale double. Dans Fn, il y a un morceau qui correspond à A. Dans l'autre Fn, il y a un morceau qui correspond à B. Ils interagissent. Tout ça étant dans l'exponentielle, c'est pas indépendant. Bon. Ok, donc l'idée est vraiment toute bête, hein, mais ça suffit pour nos... Bon. Donc j'ai une interaction, j'ai une sorte de forme quadratique là. Donc évidemment, j'ai A qui interagit avec A, B qui interagit avec B, et puis A qui interagit avec B. Ok, et ça ressemble à quoi A qui interagit avec B? C'est l'intégrale double sur A et B de moins log x moins y. Le système de charge en A, le système de charge en B. Bon, et ben l'idée vraiment profonde, c'est de faire Taylor là-dessus. Et de dire que ça, au premier ordre, c'est quoi? Eh ben c'est moins log de x moins y, je vais le remplacer par moins log de la distance entre A et B. Bon, et si je sors ça de l'intégrale, j'intègre Fn sur A, j'ai la masse de Fn dans A, ça c'est la discrépance dans A, fois la discrépance dans B. Okay. Ça c'est le premier ordre. Et après, j'ai une erreur de Taylor que vous pouvez calculer facilement. Et en gros, bon, ça c'est un contrôle grossier sur l'erreur. On pourrait essayer d'être plus fin si on voulait. Bon, alors évidemment, j'ai S puissance 5, ça c'est très grand, mais si je m'arrange pour que ma distance entre A et B soit beaucoup plus grande que S puissance 5, okay, pourquoi pas, et ben je peux espérer que ça soit une erreur négligeable. Ok, bon ben maintenant le jeu, c'est de faire ça, mais pas avec deux morceaux. Vous avez plein de morceaux. Et en plus, dans la picture, il n'y a pas juste ces morceaux-là, il y a aussi tous les gens-là. Le système, il y a un extérieur, tout le complémentaire des morceaux dans le système, il existe aussi, il agit sur vous. Et donc la formulation que je ne vais pas écrire, c'est conditionnellement à ce qui se passe à l'extérieur de tous les morceaux, parce que ça va agir sur tout le monde. Et vous voyez qu'il me faut un minimum d'informations, il me faut le nombre de points dans chaque morceau. Eh bien, je croise les doigts et j'espère que mes morceaux acquièrent une forme d'indépendance. Donc c'est une indépendance conditionnelle. Évidemment, elle est approchée, puisque j'ai des erreurs. Le coût de... Donc ça, c'est un Taylor tout bête, ça n'a pas beaucoup de... On ne paye pas grand-chose. Ce qu'on paye, c'est que maintenant, le morceau A, je vais le voir comme un système de Coulomb par lui-même, avec un certain nombre de... Donc la région, la boîte, elle est fixée. Le nombre de points, il est fixé, parce que je fixe la discrépance. Et en revanche, lui, il sent... Non seulement il y a l'interaction... des points dans A, mais il y a tous les points rouges qui interagissent dans A. Donc il faut, si vous voulez, refaire toute l'analyse existante pour ces systèmes de Coulomb légèrement généralisés. Bon, par bonheur, ce n'est pas trop difficile, et on récupère, on peut traiter ces sous-systèmes comme des mini-systèmes de Coulomb. Bon, j'accélère un peu. Donc ça permet... Alors évidemment, il y avait des idées similaires qui existaient déjà dans la littérature sur les logs gaz. Alors, je voudrais raconter, parce que il y a quelque chose de très intriguant dans l'étape suivante. Peut-être que je ne veux pas tout écrire pour pas trop... c'est la dernière étape, mais il y a pas mal de trucs à raconter. Donc, ce qui manque maintenant, c'est le truc qui a l'air le plus bête dans cette histoire, c'est de montrer que sur chacun de ces morceaux, donc
ce petit morceau au bord du disque, il faut y penser comme vivant dans un petit bout de A. D'accord, j'ai coupé. Oui. Dans ce que tu es en train d'effacer, tu as expliqué cette stratégie en 3 Oui. points Oui. que tu essaies de répliquer. Oui. D'où sort la fonction phi de alpha? Parce qu'on ne voit pas dans l'argument pourquoi ça change tellement avec alpha. C'est vrai. Alors, pour le régime là où l'excès est plus petit que le périmètre, en fait, ça va sortir de Bernstein, en fait. Donc ça va sortir de l'inégalité qu'on fait. Effectivement, une fois que le régime est plus grand que le périmètre, c'est pas ça. L'excès ne va pas se concentrer au bord, en fait. Il va s'étaler un peu plus, et il y a d'autres effets qui vont jouer. Là, tu es fondamentalement dans un... Oui, pardon, je suis dans le régime le plus petit, parce que c'est lui qui donne l'hyperuniformité. Ouais. Oui, donc ce qui manque, en fait, c'est le caractère centré des discrépances. Donc, le centrage qu'on va relier à de l'invariance par translation. Donc, je vous rappelle que ma question, c'est maintenant j'ai disons, une question de difficulté équivalente. Ce n'est pas exactement la question qu'on se pose dans la stratégie, mais en fait, c'est équivalent. C'est, voilà, j'ai ma grande boîte, j'ai mon grand système de Coulomb, là, qui vit dans sigma n. Je prends une boîte oméga, un disque. Est-ce que le nombre de points qui tombent dans le disque, c'est à peu près égal au volume du disque? Alors, si vous vous rappelez le panorama que j'ai fait au début, en fait, tous les exemples dont j'ai parlé, la Poisson, Ginibre, etc., la réponse était toujours oui. Parfaitement vrai. Et alors, à quoi c'est dû? C'est dû au fait que tous ces systèmes sont invariants par translation. Si vous avez de l'invariance par translation, là, il y a égalité gratuitement. Ou stationnarité, c'est le même mot. Enfin, c'est deux mots différents pour la même notion. D'accord? Donc, la réponse serait oui si invariant par translation. Mais évidemment, dans un système fini, on n'aura jamais d'invariance par translation exacte. Donc, comment faire? Donc, évidemment, ici, le système fini est difficile. Bon, je vais essayer de raconter ça rapidement, mais avec conviction. Alors, en fait, ici, il est bon de faire un petit détour par une autre famille de systèmes, qui ne sont plus des processus ponctuels, qui sont les systèmes de spin sur réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a le même genre de question qui intervient, et comme c'est beaucoup plus étudié, on peut en tirer des idées. Donc, c'est quoi un système de spin sur réseau? Ben, vous prenez un réseau. En chaque point du réseau, vous associez un spin. Et moi, je vais prendre par exemple des spins, j'ai besoin de spins continus, donc ce n'est pas easing, ce n'est pas plus ou moins 1, disons sur le cercle. Ça suffit, d'accord? Donc au lieu d'avoir une configuration de points, maintenant vous avez une configuration de spin, et puis vous mettez des interactions entre spins, comme vous voulez. Vous définissez un Hamiltonien, okay, vous définissez une mesure de Gibbs, etc. Et la question que les gens se posent dans ce contexte-là, c'est si mon Hamiltonien il est invariant par, disons, rotation des spins, est-ce que ça veut dire que le système aussi il est invariant par rotation? Alors pour poser une question précise, ce qu'on peut faire, c'est vous prenez une grande boîte ici, donc dans un grand carré dans le réseau, vous fixez une condition au bord, donc vous fixez la valeur des spins au bord, voilà, vous imposez ça. Donc maintenant, même si votre interaction elle est invariante par rotation, la mesure de Gibbs complète, elle n'est pas gratuitement invariante par rotation, parce que là, vous avez imposé certains spins, vous n'avez pas le droit de les tourner. Mais vous pouvez espérer que, bien à l'intérieur du système, ce qui se passe soit à peu près invariant par rotation. Vous avez une mesure aléatoire sur les spins, d'accord? La condition au bord, elle est déterministe, mais ensuite, à condition au bord fixée, la distribution des spins à l'intérieur, elle est aléatoire. Et vous pouvez espérer que, bien à l'intérieur, ce soit invariant par rotation.
Donc ça, c'est la question, c'est la formulation en volume fini. Bon, j'aurais, je pense, malheureusement pas le temps de raconter toute la magie qui se passe ici, mais et il y a une question en volume infini, en fait, qui est plus simple. Donc, je me permets d'être un petit peu rapide ici. Il faudrait définir ce qu'on appelle une mesure en volume infini pour, par exemple, des systèmes de spin. Mettons qu'il y ait une bonne notion. La question équivalente, c'est maintenant, est-ce que toutes les mesures en volume infini sont, elles, invariantes par rotation? Ici, il fallait que j'impose des conditions au bord, mais là, j'ai plus besoin. Et en fait, il y a une espèce de slogan qui est Mermin-Wagner. Parfois, quand on parle de ça, les gens vous répondent « Mais non, bien sûr, c'est Mermin-Wagner ». Donc, Mermin-Wagner, c'est un théorème avec des hypothèses, hein, c'est pas juste une loi générale de la vie. Mais Mermin-Wagner dit que pour des interactions raisonnables, si ces interactions sont invariantes par rotation, alors il y aura, par exemple, toutes les mesures en volume infini seront bien invariantes par rotation. Comment on démontre Mermin-Wagner? Je pense que j'ai besoin de 5 grosses minutes, ça va? Oui? J'espère. Parce qu'il y a quand même un truc assez miraculeux, je voudrais raconter. Donc, c'est quoi la preuve de Mermin-Wagner? Enfin, une des preuves de Mermin-Wagner, c'est la technique des ondes de spin. Alors, c'est quoi une onde de spin? Donc, l'idée, c'est on voudrait faire tourner nos spins et voir comment le système réagit au fait de tourner les spins. Alors, la recette est la suivante. Si vous construisez pour tout grande valeur de L, on construit une rotation amortie. Donc, je vais choisir un... Je vais tourner mes spins par un certain angle qui dépend de où je suis dans le réseau. Donc, R, c'est juste la distance à l'origine. D'accord ? Et alors, qu'est-ce que je veux ? Je voudrais construire une transformation de mon système qui, dans une grande boîte de taille L, correspond à une vraie rotation par un certain angle, θ0, fixé, pi sur 5, on s'en fiche. Loin, je ne veux plus tourner, je ne veux plus toucher à mon système à partir d'un certain angle, enfin à partir d'une certaine distance. Entre les deux, je fais ce que je veux, mais je m'arrange pour que le coût énergétique d'appliquer cette rotation sur mon système de spin soit borné uniformément en la taille de L. Si vous allez faire ça, c'est des articles de Fröhlich, de Pfister, etc. C'est des articles fin des années 70. Vous avez gratuitement que toutes les mesures en volume infini sont invariantes par rotation. Donc ça, c'était pour les systèmes de spin. Il y a exactement la même chose pour les processus ponctuels. Donc pour un processus ponctuel, au lieu de faire tourner les spins, pour montrer de l'invariance par rotation, on va pousser les spins pour montrer de l'invariance par translation. Donc pour les processus ponctuels, vous faites pareil, sauf qu'au lieu de faire tourner, vous poussez par un vecteur dans la boîte. Loin, vous voulez ne plus pousser du tout, vous ne faites plus rien à votre système. Entre les deux, vous faites ce que vous voulez. Mais vous voulez que le coût énergétique soit borné en L. Et pour les processus ponctuels, il y a un petit détail technique, il faut que la transformation soit de Jacobien 1. Pour des rotations, c'était gratuit. Bref, bon. D'accord. Pourquoi c'est magique? Donc, le cahier des charges, c'est que vous devez construire... Alors, évidemment, construire ça, c'est très facile. N'importe qui peut faire ça, d'accord? Bon, évidemment, vous voulez faire ça d'une façon pas trop bête, puisque vous voulez que le coût soit borné en L. Et si c'est borné, théorème, unicité en volume infini. Essayez de faire ça en volume fini, avec le même cahier des charges. Donc, en volume fini, maintenant, je reviens avec ma bonne vieille mesure de Gibbs, d'accord? Donc, j'ai ma boîte finie, maintenant. Ma grande boîte finie. Une petite boîte ici. Et puis, là, je prends un grand carré de côté L. Puis, je vais essayer donc, je vais construire, mettons que je construise comme ça, quelque chose qui, ici, translate tout le monde, près du bord ne fait plus rien, et a un coût borné. Et je me dis, bah, après tout,
je devrais vous montrer que c'est à peu près invariant par translation, quoi. Bon, je ne vous fais pas le calcul. Enfin, le calcul, il est tout simple. Si vous faites ça, donc ce que vous voulez, c'est vous prenez un événement A qui dépend, qui dépend que des gens ici, et vous voulez le comparer à A plus une translation. Bref. Et vous aimeriez que la probabilité de A et la probabilité de A translaté soient à peu près les mêmes. Ce serait ça que ça vous donnerait l'invariance par translation. Bon, bah, si vous faites ça avec un coût énergétique borné, en 2 mots, si vous insérez un coût énergétique borné là-dedans, ce que vous allez avoir, c'est que ces 2 probabilités-là sont comparables, mais pas proches, juste comparables. Vous allez avoir P de ça divisé par P de ça, qui est plus petit que exponentielle bêta c et plus grand que exponentielle moins bêta c. Donc aucun intérêt en volume fini. Je ne m'explique toujours pas le mystère, qui est qu'en volume infini, ça suffit, et en volume fini, vous n'avez rien quasiment. Vous avez juste que les trucs sont comparables. Donc si c n'est pas petit, ça ne vous donne rien. Donc c'est très frustrant. Et dans le livre de mécanique statistique de Barry Simon, il fait une preuve où, dans un exemple où on peut trouver C petit, auquel cas, évidemment, vous avez de l'invariance par translation en volume fini. Et puis il fait une remarque très cryptique qui est on pourrait être étonné que dans la moitié des preuves, en volume infini, les gens utilisent une propriété plus faible, à savoir borné et pas petit. It appears that in any situation where you can do one, you can do the other. C'est pas un théorème, c'est juste une observation. Et en fait, il se trouve qu'il a raison dans notre cas, et je vais conclure avec ça. Il se trouve que pour le gaz de Coulomb 2D, on peut effectivement construire ce que les gens appellent une translation localisée. Donc ça, c'est une rotation localisée. Nous, on veut une translation localisée parce qu'on fait des processus ponctuels, avec un coût énergétique petit. Et la clé, c'est fini, hein, donc il est possible de construire une translation localisée, ou amortie, si vous voulez. Hein, vous pouvez y penser comme une translation qu'on amortit peu à peu, et au bout d'un moment, on ne veut plus translater du tout, avec coût petit. Et il y a une arbitrairement petit. Et la clé de ça, c'est de montrer que le coût énergétique de ce genre d'opération, il est contrôlé par... donc ma translation, je vais l'écrire x plus psi de x. Je veux que psi soit une vraie translation pendant un certain moment, et puis que loin, ce soit 0. Et le coût, en fait, on se rend compte qu'il est comme intégrale de d psi carré. Plus des erreurs. C'est ça le coût principal. Et si vous arrivez à montrer ça, vous avez gagné. Pourquoi? Parce qu'en dimension 2, l'espace de Sobolev, c'est le moment analyse de l'exposé, en dimension 2, l'espace de Sobolev W homogène W12 ne s'injecte pas dans L infini, ce qui, en termes normaux, veut dire que vous pouvez trouver psi qui n'est pas petit dans L infini, en particulier qui vaut une certaine translation à un moment, et qui a une petite norme W12, donc il y a une petite norme H1. Donc vous pouvez construire ça plus petit que epsilon. Si à un moment dans votre terme d'erreur, vous avez un truc du genre d de psi, là vous êtes fichu parce que ça ne s'injecte pas dans l'infini. Donc il n'y a aucun moyen que ça soit petit et que psi ne soit pas petit dans l'infini. Bon, donc après calcul, on peut effectivement montrer que c'est ça le coût énergétique. Il y a un drawback, un inconvénient, et je vais conclure avec ça. L'inconvénient, c'est que pour avoir un coût énergétique petit, il faut faire un amortissement très lent. Et en fait, il faut amortir sur un domaine de taille exponentielle en 1 sur epsilon. D'accord ? Mis tout ça dans la machine, ça vous permet de montrer de l'hyperuniformité, donc c'est ma conclusion. On peut montrer de l'hyperuniformité pour le gaz de Coulomb 2D au sens suivant. Si vous prenez votre grand système, vous prenez ici une boîte de côté R, il ne faut être pas trop proche du bord, peu importe. La variance dans le petit disque là, enfin le grand disque mais inclus dans la grande boîte. Donc moi j'ai grand taux de R carré sur
log R a une certaine puissance positive de log. D'accord? Donc ça, c'est bien un petit taux de R carré. OK? Donc c'est hyper uniforme au sens strict. Alors évidemment, on est très loin de la vraie prédiction des physiciens. La vraie prédiction des physiciens, c'est grand taux de R ici. D'accord? Bon, peut-être un jour. Je vais m'arrêter. Une des raisons pour lesquelles voilà, le manque d'invariance par translation est ici un obstacle à l'adaptation de la stratégie. Il est possible qu'en fait, pour avoir le vrai bon ordre de grandeur, il fallait distinguer entre un régime température haute et température basse, parce que à température haute, vous êtes presque poisson, donc vous avez beaucoup d'invariance par translation, donc là l'argument s'améliore. À température basse, vous êtes presque un réseau, donc vous n'avez pas beaucoup d'invariance par translation, mais vous êtes presque un réseau, donc vous êtes aussi bien ordonné. Donc peut-être qu'en fait, pour aller plus loin, il faut y voir de plus près. Merci beaucoup pour votre attention, je vais m'arrêter ici. Merci.